Sens Public, notre édition spéciale consacrée au rejet de la loi immigration à l'Assemblée continue. Débat 100% politique que je vous propose maintenant avec des parlementaires représentant les partis Renaissance, LR, Europe Écologie Les Verts et Rassemblement National. On va parler notamment, un thème que j'ai volontairement évité dans cette première partie, on va parler notamment d'une hypothétique dissolution de l'Assemblée. Mais d'abord, on va évaluer les rapports de force dans cette commission mixte paritaire qui se profile à l'horizon avec Adrien Pin. L'avenir du projet de loi immigration repose sur une commission mixte paritaire. Elle réunira à huis clos 7 députés et 7 sénateurs. Leur mission, s'accorder sur un texte commun. Ils partiront de la version du Sénat, durcie par la droite en novembre. Les sénateurs LR comptent bien camper sur leur position. Nous travaillerons sur la base du Sénat et du travail fait par le Sénat, qui avait fixé des lignes rouges, une stratégie globale à laquelle nous tenons énormément. C'est à la majorité présidentielle de faire en sorte de faire l'effort et que M. Sacha Houlié ne prenne pas le Parlement en otage. Dans cette commission mixte paritaire, Renaissance et centristes ne disposent pas de majorité. Ils ne pourront rien obtenir sans les voix des 4 LR. À l'issue des discussions, l'aile gauche du camp présidentiel pourrait refuser de voter le texte s'il remet trop en cause l'intégration des travailleurs étrangers. Pour le chef de file des sénateurs socialistes, il y a peu de chances que le texte évolue. Est-ce qu'il peut évoluer en CMP? Je n'y crois pas trop, à moins que LR fasse un cadeau au gouvernement. Mais s'ils avaient voulu faire un cadeau, ils l'auraient fait déjà hier. La commission mixte paritaire pourrait se tenir dès le début de la semaine prochaine. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, souhaite que les mesures du projet de loi soient adoptées d'ici la fin de l'année. Pour le Sénat, l'heure n'est pas à la précipitation. Que si on se réunit sous 48 heures, 3 jours, voire 4, il y a assez peu de chances pour qu'on trouve une solution. Personne n'a de majorité au sein de la commission mixte paritaire. Donc, il faut qu'on discute. Les prochains jours seront cruciaux pour l'avenir du texte. Le centre et le camp présidentiel doivent encore poursuivre leurs tractations avec la droite et la gauche. Comment Emmanuel Macron peut-il sortir de cette crise politique? N'est-ce pas le moment de redonner directement la parole aux Français? Gérald Darmanin est-il trop fragilisé pour trouver des alliés, pour relancer cette loi immigration? Quelques-uns des thèmes, il y en a beaucoup, on en débat avec Marc Ferracci. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes député des Français de l'étranger, vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. François-Noël Buffet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes sénateur Les Républicains du Rhône et président de la commission des lois. Mélanie Vogel, bonsoir. Et bienvenue, sénatrice écologiste des Français et Françaises de l'étranger, coprésidente du Parti vert européen. Émeric Durox, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Rassemblement national de Seine-et-Marne. Marc Ferracci, je commence avec vous. C'est une claque pour le président de la République? C'est un échec. Évidemment, c'est un échec. On s'attendait assez peu à cette motion de rejet, à ce qu'elle soit adoptée. On a pu constater qu'il y a une alliance assez contre nature entre des groupes qui ne pensent absolument pas la même chose sur l'immigration, des gens qui veulent la limiter de manière très drastique, c'est à la droite et à l'extrême droite, et puis des gens qui sont beaucoup plus ouverts avec une appétence assez faible pour la régulation de l'immigration. Tout le monde s'est cristallisé sur ce texte, donc maintenant on a une responsabilité collective, c'est quand même de faire passer ce texte qui est attendu par beaucoup de Français, parce que si on prend l'intégralité des mesures qui composent ce texte, que ce soit les mesures de ce qu'on peut appeler le volet régalien, celui qui vise à expulser plus facilement les étrangers délinquants, à faire quitter le territoire à ceux qui n'ont pas leur place sur le territoire, ou le volet plus centré sur le travail, eh bien on voit que les mesures sont populaires, on voit que ces mesures correspondent le plus souvent à des constats de bon sens qui proviennent du terrain. Mais donc, elles ont mis la majorité en grande difficulté à l'Assemblée. Alors, c'est un constat de réalité. En difficulté vis-à-vis des oppositions, mais on n'a pas découvert cet état de fait hier. Oui, mais c'est sur ce texte-là que ça s'est cristallisé. Nous sommes en majorité relative. Nous avons déjà connu des défaites. Nous avons perdu des votes déjà à l'Assemblée parce que nous sommes en majorité relative. Et nous savons que quand les oppositions sont à la fois unies et mobilisées, ce qui était le cas hier, c'était très mobilisé, eh bien nous perdons. C'est aussi simple que ça, c'est mathématique, c'est arithmétique. C'est ce qui s'est passé hier. Maintenant, je pense que ça n'est pas la fin de l'histoire. Une CMP, on va en parler, a été annoncée. Elle va se passer dans les prochains jours. Bon, j'espère qu'un texte pourra sortir de cette CMP et qu'un texte qui sera, je l'espère, votable par les deux assemblées. François-Noël Buffet, est-ce que vous approuvez la stratégie d'opposition frontale de vos collègues députés du parti LR? Je crois surtout qu'il fallait réaffirmer le fait de l'attachement au texte du Sénat. En réalité, la commission des lois de l'Assemblée nationale avait détricoté. D'ailleurs, c'était une surprise pour personne, puisque le président l'avait lui-même annoncé. Enfin, le président de la commission, en l'occurrence.
Donc ça a été fait. C'était un signe qui ne marquait pas vraiment la volonté de vouloir aboutir. Bon, après, voter avec le Rassemblement national, avec LFI. Après, on pouvait imaginer que le débat en séance, peut-être, rééquilibre les choses. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le ministre Darmanin, en disant en séance, on rééquilibrera les choses. Bon, ça ne s'est pas passé. Donc il y a un point extrêmement dur. Il faut donner toutes ses chances à la commission mixte paritaire. Je voudrais citer Churchill à cet instant. La victoire ne dure pas, la défaite ne tue pas, il faut continuer. Donc il faut avancer. Il faut que cette commission mixte paritaire puisse se tenir, je pense, dans un délai raisonnable qui nous permette de travailler, naturellement, sur la base du texte du Sénat. Mélanie Vogel, vous espérez quoi? Que le gouvernement retire ce texte? Oui, je crois que ce qui s'est passé, au fond, au moment de la motion de rejet, c'est pas une alliance contre nature, parce que c'est pas une alliance. C'est un peu quand même... Non, ils ont voté le même texte. Les députés Europe Écologie Les Verts ont voté avec les députés Rassemblement National. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'a essayé de faire le gouvernement, qui est contre nature et qui ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas mettre dans un texte, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de chemin pour que ça fonctionne, un peu d'humanité et puis un peu d'extrême droite. En fait, les humanistes ne veulent pas du tout des propositions d'extrême droite, et l'extrême droite ne veut pas du tout d'humanisme. Donc vous ne pouvez pas mettre dans un même texte la régularisation des sans-papiers et puis une politique plus dure, qui expulse plus, qui supprime la ME, etc. Ce n'est pas possible. Ça veut dire quoi? Qu'on fait forcément de l'idéologie sur quand on parle d'immigration? Ça veut dire que le gouvernement a essayé d'inventer quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire mettre ensemble des humanistes avec l'extrême droite. Ce n'est pas possible. Donc il faut choisir. Vous allez devoir choisir, et en CMP, au fond, c'est ça qui va se passer. Vous allez devoir choisir entre faire votre majorité, parce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire de majorité. C'est un constat. Le gouvernement n'arrive pas à gouverner. Vous allez devoir choisir entre faire une majorité sur la base des propositions des LR et de l'extrême droite qui, sur ce sujet-là, globalement, sont assez proches, ou de faire une majorité, je ne parle pas de François-Noël Buffet personnellement, mais globalement sont assez proches, ou faire une majorité avec des personnes qui souhaitent améliorer les conditions d'accueil et les conditions de vie des personnes en France. Et cette majorité, c'est soit l'une, soit l'autre. En même temps, n'est pas possible sur un texte. Un mot de réponse de Marc Ferracci, je vous donne la parole juste après, mais très rapide. Écoutez, il faudra que les gens qui ont rejeté ce texte hier à l'Assemblée et qui ont fait courir à ce texte le risque de ne pas être adopté, aillent dans leur circonscription expliquer pour ceux qui appartiennent à la droite ou à l'extrême droite pourquoi ils ont refusé les mesures du volet régalien, et pour ceux qui appartiennent à la gauche, moi j'ai passé du temps sur le terrain à discuter d'immigration de travail, et les gens qui appartiennent à la gauche et les associations par exemple qui défendent les sans-papiers sont très attachés à la mesure de régularisation dans les vous irez expliquer à tous ces comment vous allez expliquer, pardon, vous interrompre, comment vous allez expliquer justement, vous et puis les députés du Rassemblement national qui ont voté cette motion de rejet à côté des députés LFI et Europe Écologie et d'autres, avoir refusé ce texte? Comment vous allez l'expliquer? Très simplement, ce texte n'était ni fait ni à faire en réalité. Quand il est sorti du Sénat, en réalité, il y avait quelques mesures un peu plus fermes qui auraient pu aller dans le bon sens, si ce n'est cet article 4 bis qui, de toute façon, était une pompe aspirante pour l'immigration. Même dans sa version revue par le Sénat. Évidemment, parce que de toute façon, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Par contre, je pourrais revenir sur ce que vous avez dit, puisque vous avez dit que, en gros, les mesures plus de fermeté étaient d'extrême droite. Donc j'apprends que le peuple français, pour qui 80% d'entre eux sont pour des mesures beaucoup plus fermes vis-à-vis de l'immigration, est d'extrême droite. Bon, ça appartient, ces propos-là, à Madame Vogel, mais en réalité, nous, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons un retour au peuple, puisqu'il y a une situation politique qui est bloquée, qui est figée, avec une majorité relative qui est disloquée, avec une aile gauche, une aile droite qui ne se parle plus. Je ne parle même pas des Républicains, entre un groupe ici un peu plus conservateur et des gens à l'Assemblée nationale qui ne savent pas vraiment non plus dans quel camp ils habitent. En réalité, nous, on est le seul camp véritablement soudé, avec une vision claire, retour au peuple, dissolution ou référendum, ce que M. Macron a refusé. On y reviendra. Dissolution, référendum, ça va évidemment faire partie des thèmes de ce débat. Vous vouliez réagir, François-Noël Buffet, pourquoi? Sur le texte. Le texte qui sort du Sénat est un texte qui veut une politique migratoire cohérente.
On a travaillé sur des mesures coercitives, c'est vrai, de lutte contre l'immigration irrégulière, mais on a facilité aussi les procédures et simplifié les procédures pour rendre service aux magistrats, mais également à ceux qui doivent bénéficier de ces procédures. Et on a fait tout un volet qui n'existait pas, intégration au départ, qu'on a ajouté. Donc l'idée, c'est un équilibre. Donc vous dites qu'un texte équilibré, c'est possible. Il y a de la fermeté, elle est absolument nécessaire aujourd'hui. Il y a dans l'immigration irrégulière l'idée d'une politique immigratoire choisie, qualifiée, plutôt de dominante économique, avec une volonté de réduire l'immigration régulière, je dis les choses très clairement, et il y a sur l'asile la volonté que cette procédure d'asile ne soit plus utilisée à d'autres fins que ce pourquoi elle est faite. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de réseaux de voyous utilisent cette procédure pour emboliser le système. Donc le système qui sort du Sénat, et le texte qui sort du Sénat, est un système équilibré, ferme et juste, mais je m'inscris vraiment dans l'idée qu'on a augmenté les moyens sur l'intégration et la volonté d'avoir une intégration qui soit réussie, car c'est un échec depuis longtemps. Il faut des choses telles qu'elles sont. Alors, deux réactions sur ce qui s'est passé à l'Assemblée avec le vote de cette motion de rejet. D'abord, celle du président de la République, c'était en Conseil des ministres ce matin. Le chef de l'État a dénoncé, je le cite, le jeu du pire, le cynisme extrême et l'incohérence de deux partis qui se sont partagés le pouvoir pendant 40 ans, les mêmes qui ne sont pas venus à Saint-Denis. Il fait référence à son dernier rendez-vous qu'il avait lancé à LR et au Parti socialiste, aux rencontres de Saint-Denis. Il ne s'y était pas rendu. Et puis, autre réaction, celle du président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. On écoute Sylvain Maillard. Le vote d'hier, il a juste montré une chose, c'est que l'ensemble des oppositions, dans leur irresponsabilité ici, ont décidé de se payer le gouvernement. Je crois que c'est très clair. C'est ce qu'on a vu hier. Quel est le rapport entre Sandrine Rousseau, qui vote avec Éric Ciotti, avec Mathilde Panot, qui vote avec Marine Le Pen? C'est ça qu'on a vu hier. Donc j'en appelle à la responsabilité de chacun des groupes pour qu'on puisse trouver, pour les Français, une réponse aux besoins de fermeté que nous avons et que nous ressentons tous. Donc nous allons travailler dans les jours qui viennent là-dessus. Mélanie Vogel, est-ce qu'il n'y a pas effectivement une difficulté qui se profile à l'horizon, là, dans les jours à venir, pour notamment les députés de votre parti, de justifier ce vote? Alors, non, moi j'ai aucun problème. Ça vous a pas fait mal au cœur de voir les députés Europe Écologie Les Verts voter avec ceux du Rassemblement National, vu tout ce que vous dites sur le RN depuis des mois? Non, mais bien sûr, mais c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que je disais au début, il s'est passé que c'est un texte, au fond, le gouvernement se place toujours dans cette situation de dire personne n'est d'accord avec nous, la gauche n'est pas d'accord avec nous, la droite n'est pas d'accord avec nous, donc vous voyez, on a raison et il faut qu'on continue. Ben non, en fait. Le problème, c'est que pour trouver une majorité, vous ne pourrez pas mettre dans une même majorité les écologistes et LR sur l'immigration. Ce n'est pas possible. Donc, si vous voulez faire un texte qui trouve une majorité, il faut choisir. On ne peut pas trouver une majorité. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'irresponsabilité? C'était la critique, pardon de nous interrompre, c'était la critique principale ou en tout cas l'axe de défense de la Première ministre à l'Assemblée cet après-midi. Taxant ceux qui avaient voté cette motion de rejet d'irresponsabilité. Je trouve ça intéressant comme argument de la part d'un gouvernement qui n'a même pas voulu recevoir un vote de confiance du Parlement et qui aujourd'hui gouverne sans majorité parlementaire et sans l'avoir cherché. La responsabilité, elle est du côté du gouvernement. Quand on est un gouvernement face à un Parlement où il n'y a pas de majorité absolue, ce qui, je veux juste le préciser, dans toutes les démocraties européennes est juste normal. C'est normal qu'on n'ait pas de majorité absolue, on va aller chercher les majorités. Sauf qu'on n'a pas cette culture de la coalition. Je sais, mais en fait on a eu l'occasion en 2022, on s'est retrouvé face à un Parlement où il n'y avait pas de majorité absolue. C'était la première fois que le gouvernement sous la Ve République avait l'occasion de montrer qu'on était capable de gouverner en France de façon intelligente. Manque de bol, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à trouver un chemin qui mette d'accord une majorité. Et après, ils disent « Ah ouais, mais c'est les oppositions qui sont responsables. On n'arrive pas à trouver un truc qui met tout le monde d'accord, c'est pas notre faute, c'est la boîte. » À un moment donné, qui est au gouvernement? C'est pas moi. Voilà, donc bien sûr que c'est compliqué, mais à un moment donné, je le répète, il faut choisir. On ne peut pas avoir les écologistes et l'extrême droite sur un même texte, ce n'est pas possible. On peut les avoir tous les deux contre soi, mais pas ensemble avec nous. Marc Ferracci, qui est irresponsable dans l'histoire? Mélanie Vogel nous dit finalement c'est le gouvernement qui n'a pas vraiment tendu la main pour créer une coalition. Déjà, Sylvain Maillard n'est pas au gouvernement, ça ne vous a pas échappé, peut-être qu'il y sera un jour, mais qui est irresponsable? Déjà, ceux qui ont refusé le débat, parce qu'il faut quand même le rappeler, écarter la motion de rejet. 49.3, c'est vous qui refusez. Écarter la motion de rejet, ça veut dire refuser de débattre pendant 15 jours. C'était le temps du débat qui s'annonçait devant nous. Vous avez fait 20-40 du sujet de l'immigration. Moi non plus, je ne vous ai pas interrompu, donc si vous le souhaitez. Moi,
Moi, je suis assez stupéfait de cela, notamment de la part de partis qui ont mis l'immigration au cœur de leur identité politique. C'est très surprenant de ne pas vouloir débattre de l'immigration alors que vous aviez 15 jours pour le faire. C'est pas très surprenant et en même temps, on a l'habitude à l'Assemblée nationale, j'y passe beaucoup de temps, de voir le Rassemblement national ne pas s'exprimer beaucoup. Donc l'irresponsabilité, elle est d'abord sur ce refus du débat. Je pense que les Français attendent un débat sur l'immigration. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le demandent chaque année qu'on ait ce débat sur l'immigration. Là, on avait la possibilité de l'avoir. Ensuite, moi... Alors, pardon, je vous interroge dans la parole juste après. Votre réponse là-dessus, refus du débat. C'est vrai que c'est un thème majeur pour le Rassemblement national. Le débat a été tranché depuis très longtemps. En réalité, regardez tous les sondages d'opinion. 80% des Français sont contre une immigration de plus en plus. Oui, mais à quoi sert l'Assemblée nationale si vous refusez le débat? C'est la 20e loi immigration depuis, s'il vous plaît, il y a une 20e... Mais bien sûr que si, madame, vous connaissez pas les chiffres. 500 000 immigrés par an légaux, regardez plus les clandestins. Il y a l'immigration en écoutez, il y a de plus en plus est stable. Non, mais écoutez, depuis 25 ans, l'immigration est stable en France. par an, soit la ville de Toulouse, je crois que vous avez fait Sciences Po Toulouse aussi, donc il y a 500 000 immigrés. Vous êtes renseigné. Voilà, moi aussi d'ailleurs. Donc, de toute façon, il y a un consensus de la part des Français. Pas autour de cette table. Évidemment, mais là, je suis tout seul. Mais en réalité, parmi le peuple, on est beaucoup plus nombreux. Comme au Sénat, on est que 3, mais peut-être que demain, on sera un peu plus nombreux. Mais en réalité, le débat, il a été tranché. C'est pas qu'un jour de plus ou de moins qui aurait fait ça. Il s'avère que le gouvernement... Dans ces cas-là, on gouverne que avec les sondages. Enfin, vous êtes parlementaire. On ne va pas renoncer au débat parlementaire. Cette loi, il ne faut pas l'oublier. De toute façon, le processus législatif va poursuivre. Il va y avoir une commission mixte paritaire dans laquelle il va y avoir aussi un débat. Si le texte repasse, eh bien après, il y aura de nouveau un débat. Mais là, je crois que c'est un peu fort de café pour un gouvernement qui a fait passer 20-49-3, qui tue toute forme de débat parce qu'il n'est pas majoritaire, de dire qu'il n'y a pas de débat dans les autres. Marc Ferracci et ensuite François-Noël Buffet, vous reviendrez juste après, parce que vous étiez en pleine démonstration. Je ne vais pas épiloguer sur les 49.3 sur des textes budgétaires. Nous avons fait adopter tous les textes, qui étaient un texte budgétaire formellement. Nous avons fait adopter tous les textes autres que les textes budgétaires sans recourir au 49.3. Donc, encore une fois, sur cette question du débat, ça nous aurait permis, je vous donne simplement un exemple, ça nous aurait permis, par exemple, de questionner cet argument que j'ai beaucoup entendu, qui est celui de l'appel d'air. L'appel d'air, et notamment l'appel d'air qui serait consécutif à la mise en œuvre de l'article 3, devenu l'article 4 bis, c'est-à-dire celui qui permet des régularisations dans les métiers en tension. Cet appel d'air, j'en entends beaucoup parler, j'aurais aimé qu'on ait ce débat. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis intéressé à toutes les mesures de régularisation qui ont eu lieu depuis Jean-Pierre Chevènement, sous tous les gouvernements, de gauche et de droite. Eh bien, je suis universitaire de profession, je le confesse, j'aime bien qu'on documente un petit peu ces arguments. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple d'une mesure de régularisation qui a suscité un surcroît d'immigration irrégulière ou régulière d'ailleurs? Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas, donc cet argument... Allez, je suis désolé, mais c'est du vent. C'est ça que le débat aurait permis d'expliciter. Et c'est pour ça que je le regrette qu'on ait refusé ce débat hier à l'Assemblée nationale. Émeric Duroc sur l'appel d'air et ensuite François-Noël Buffet. Moi, je voudrais poser une autre question. Ah ben non, il faut répondre à la question. Comment se fait-il que quelqu'un de votre majorité, la vice-présidente Naïma Mouchou, a dit que, justement, elle reprenait une partie de nos arguments en disant que ce texte n'allait pas régler la question de l'immigration clandestine? On peut citer aussi le cas de M. Chetel, aussi, qui est secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a dit... n'avez pas adressé un thème intéressant. Mais évidemment qu'il y a un appel d'air, c'est-à-dire que si dans l'article 3 vous dites, et je vais très bien, si vous me laissez parler, je vais le prouver. Si vous dites que dans l'article 3, eh bien tous ceux qui sont dans les métiers en tension, eh bien seront régularisés, eh bien il suffira qu'il y ait une filière clandestine qui s'organise autour de ces métiers en tension pour ensuite être régularisés. C'est évident. Votre avis là-dessus, François-Noël Buffet, et peut-être aussi sur la notion de responsabilité, parce que peut-être aussi sur la question de responsabilité. La question, elle se pose particulièrement pour un parti qui a gouverné plusieurs fois, comme le parti, l'émanation, le parti LR. Je pense... Le fait de refuser le débat au Parlement, quand même. Je pense que rien ne remplace le débat et faire vivre le Parlement, c'est de débattre. Donc regret. À titre personnel, j'assume. J'ai un regret, bien sûr, parce que je crois que le débat est absolument nécessaire, surtout sur un sujet aussi important sur lequel les Français nous attendent. Vous parlez tous de sondages et vous avez raison, c'est une préoccupation importante. Mais on ne peut pas régler cette préoccupation si on n'est pas capable de mettre les choses sur la table clairement et pas simplement de parler par slogan ou par punchline et si on ne va pas au fond des choses. Or, la France a besoin d'aller au fond des choses. Et ce débat, à mon avis, il est absolument
essentiel. Et votre Deuxième avis chose. donc sur cette idée que développait Marc Ferracci, il n'y a pas d'appel d'air. J'y arrive. L'immigration régulière aujourd'hui, c'est à peu près plus de 275 000 personnes chaque année. Je ne parle que de l'immigration régulière. Déjà, vous n'êtes pas d'accord sur l'immigration irrégulière, on est quasiment à 900 000 personnes. 900 000 personnes, presque 1 million de personnes. C'est pas moi qui ai inventé ce chiffre, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a indiqué à l'occasion des auditions qu'on a eues. Ouais. Ça ne cesse de progresser. Il se trouve qu'ici, j'ai peut-être un peu plus d'ancienneté que les autres, et j'ai vu l'évolution de l'immigration depuis 2006, singulièrement, et effectivement, vous avez une augmentation de l'immigration irrégulière qui est très forte. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est multifactoriel. Ça tient à la situation internationale. On a eu la période de 2015, bien évidemment. Mais ça tient aussi à l'attractivité de la France. OK, mais est-ce que voter l'article 3 tel qu'il était rédigé, c'était un appel d'air ? J'arrive. On a potentiellement, avec une mesure de régularisation automatique, le risque, oui, d'un appel d'air. Bon, alors la question étant, après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas de dire on veut rien, c'est de dire on a besoin peut-être dans les métiers en tension d'avoir des gens qui travaillent, très bien, on peut l'imaginer, mais on fait ça au cas par cas. Ça a été la position du Sénat. C'est ce que vous avez proposé après avoir retravaillé la loi. Mélanie Vogel, sur ce point précis. Lequel ? Métier en tension, appel d'air. L'appel d'air. Alors, là où je suis d'accord, c'est que c'est vrai qu'on a besoin d'un débat raisonné avec des vrais arguments qui s'échangent autour de réalité et pas de fantasmes. Quand on passe sa journée à raconter n'importe quoi aux Françaises et aux Français, c'est vrai qu'après, ça peut se refléter dans les sondages. Je ne parle pas de moi-même et je vous remercie de me laisser continuer mon propos. Il n'y a pas d'immigration massive en France. C'est pas vrai. Il y a de plus en plus, c'est vrai dans le monde, il y a des flux migratoires qui augmentent pour... Oui, ben c'est une réalité. Mais regardez les chiffres. Merci de donner raison quant au fait que vous dites n'importe quoi. Il y a des flux migratoires qui, dans le monde, progressent. C'est le fait des crises, c'est le fait des guerres, c'est le fait du fait qu'il y a de plus en plus d'universités dans le monde et que les étudiants bougent beaucoup. C'est la cause majeure de l'immigration aujourd'hui en France, c'est les étudiants. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas une immigration massive en France dans le sens où la France, par rapport aux autres pays européens, est plutôt moins attractive que les autres pays européens. Mais c'est comme ça, c'est un fait. Vous pouvez le regretter. Vous pouvez le regretter, mais la France accueille moins que les autres pays européens. 40 000 mineurs. Elle ne prend pas sa part. Elle a par exemple accueilli 3,5 fois moins d'Ukrainiens et d'Ukrainiennes en fonction de son PIB que les autres pays. Donc d'ailleurs, c'est très marrant parce que votre affaire de faudrait des quotas chaque année en fonction de nos capacités d'accueil, si on faisait ça, en réalité, on augmenterait le nombre d'immigrés en France puisqu'on n'en accueille pas assez. Et j'en viens à l'appel d'air. Alors, il n'y a pas, et je rejoins mon collègue ici, il n'y a pas une seule fois dans l'histoire de la vie des politiques migratoires, ni en France ni ailleurs, où on a pu constater qu'une mesure qui avait été prise, soit dans un sens, soit dans un autre, avait un effet sur les flux. Il n'y en a pas. On a beaucoup parlé de l'AME, par exemple. L'AME, c'est un appel d'air, etc., etc. Vous avez, avec l'AME, les estimations basses, il y a environ la moitié des gens qui ont droit à l'AME qui n'y ont pas recours. Donc c'est-à-dire c'est l'appel d'air pour les amnésiques. Ils arrivent en France, puis après, une fois qu'ils sont là, ils ont complètement oublié. Donc c'est bien la preuve qu'ils ne viennent pas pour ça. Donc l'appel d'air n'existe pas. Il n'y a aucun moment dans l'histoire des politiques migratoires où il y a eu un effet sur le flux migratoire d'une mesure qu'on avait prise. On a entendu vos arguments aux uns et aux autres là-dessus. Je veux bien vous redonner la parole, mais rapidement. M. Leski, qui est à la tête de l'OFI, il a produit un rapport qui est très complet là-dessus, qui démontre à l'évidence que l'attractivité de la France est réelle et que notamment, par exemple, pour les titres de séjour santé, on a une attractivité qui est très forte. Pour d'autres sujets, on l'a aussi. Quand on parle des étudiants, en 2017, dans le texte, on crée le titre pluriannuel de 3 ans, qui était dérogatoire par rapport à ce qui était fait avant, puisque c'était la première année. Évidemment, automatiquement, on a une augmentation, effectivement, des étudiants en France. Je ne dis pas que c'est pas bien d'avoir des étudiants. La moitié de la hausse, c'est des étudiants. Oui, alors on va y revenir, parce que moi, il y a un mot que vous n'avez pas employé, mais que moi, je vais employer sur cette question-là, sur cet article 3, la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension, c'est le mot hypocrisie. Je vous propose quelques chiffres. Ils sont donnés par l'INSEE. Ils concernent l'Île-de-France et je les ai trouvés chez nos confrères des Échos. Article qui date tout simplement de ce mardi matin. En Île-de-France, 22% des emplois occupés par des étrangers en Île-de-France. Alors ça c'est le chiffre global, 22%. Si on regarde les métiers en tension justement, Île-de-France toujours, 44% d'étrangers parmi les assistantes maternelles, 50% dans la restauration, 60% dans le bâtiment, 61% pour l'aide à domicile. On ne peut pas s'en passer, tout simplement, Marc Ferracci. Non mais
Non, mais il faut le dire, disons-le aux Français. On a besoin d'une immigration de travail, ça ne devrait surprendre ni choquer personne. Ça ne devrait pas être quiconque s'intéresse au fonctionnement du marché du travail constate dans tous les pays, et pas simplement en France, qu'on a la coexistence de gens qui sont au chômage et d'emplois vacants. Un marché du travail, ça fonctionne comme ça. Et les gens qui disent il suffit de remettre les Français au travail, on n'aura pas besoin d'immigration, c'est des gens qui n'ont jamais étudié le fonctionnement du marché du travail. Je l'ai fait pendant une grande partie de ma vie professionnelle. Je sais un petit peu de quoi je parle sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'on en a besoin. En revanche, ce point que vous soulevez est un point important. Une partie de l'opinion publique, ça a été dit, et je rejoins certains des constats, a une vision très négative de l'immigration. Une partie des raisons qui expliquent cette vision négative est que, relativement aux autres pays, et le Conseil d'analyse économique le détaille assez bien, nous avons une immigration relativement peu qualifiée. Vous avez cité un certain nombre de professions qui sont... l'OCDE 2021. Voilà. Et on a une immigration relativement peu qualifiée. Ça se traduit par les niveaux de diplôme. Grâce à ces travailleurs étrangers peu qualifiés. Moi, avec certains de mes collègues, j'ai milité et j'ai déposé des amendements qui seront évidemment pas examinés pour les raisons qu'on sait, visant à rendre plus attractif notre système d'immigration qualifiée, c'est-à-dire à faire venir plus de talents, avec une ambition qui est de changer justement cette représentation, qui est aujourd'hui une représentation négative, en montrant que il y a des bénéfices à l'immigration, il y a des bénéfices en particulier à une immigration plus qualifiée, et ça je pense que c'est un élément qu'on gagnerait également à poser dans le débat. Aymeric Durox, quand vous voyez ces chiffres, comment vous réagissez ? Il y a ces secteurs, quand on peut discuter avec des chefs d'entreprise, ils sont très nombreux à dire, mais on n'arrive pas à recruter des Français pour ces postes-là, tout simplement. Donc on va chercher des travailleurs étrangers qui, pour certains, sont sans papier. Écoutez, c'est tout le problème. Il y a peut-être un problème d'attractivité de ces métiers-là. Vous citez des chiffres, moi aussi j'ai d'autres chiffres, par exemple, et je pourrais même citer le président de la République, M. Macron, qui, je crois de mémoire, parce que je l'ai cité lors de la discussion générale sur le budget immigration, c'était le 27 octobre 2022, il a dit qu'une très grande majorité des faits de délinquance dans la rue étaient le cas d'immigrés. Donc évidemment, par rapport à la vision négative qu'ont les gens... cette réalité, elle existe, mais la réalité du marché de l'emploi aussi. Enfin, on ne peut pas gommer l'une pour simplement parler de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf qu'on peut aussi parler de ces cas-là. Et il y a un problème d'attractivité de ces métiers. Moi, je ne crois pas que pour régler ces problèmes-là, on doit faire venir des gens venus d'ailleurs, des pauvres, pour faire des métiers que l'on ne veut pas faire et qu'on recommencera dans une génération ou 2 générations, parce que sinon c'est sans fin. Et par ailleurs, on ne parle pas aussi des progrès de la technologie, de la robotique, qui pour certains métiers éventuellement pourraient remplacer aisément des bras venus d'ailleurs. Voilà. Quel projet, franchement. Quel projet ? On va remplacer. Vous êtes contre la technologie, je crois. Non, mais bon, c'est notre projet. On va robotiser l'aide à domicile pour surtout éviter qu'il y ait des humains venus d'ailleurs. Sur la criminalité, très rapidement. Sur ce lien entre immigration et délinquance. Le BTP, par exemple. Sur ce lien entre. Alors, vous changez de sujet à chaque fois. Sur le lien entre immigration et délinquance. C'est un fait. Les étrangers sont surreprésentés dans les statistiques de la délinquance. Est-ce que ça signifie que le fait d'être étranger ou d'être immigré, c'est pas tout à fait la même chose, engendre de la délinquance. Quand vous regardez un petit peu les études qui sont faites, vous vous rendez compte que dans la population étrangère, vous avez une surreprésentation des hommes jeunes, des hommes pauvres, des jeunes peu diplômés, qui sont des facteurs qui sont associés à plus de délinquance. Et quand vous isolez ces facteurs, vous vous rendez compte que ce sont eux qui expliquent la délinquance beaucoup plus que le statut d'immigré. Ça, c'est difficile, et ça s'explique en prenant le temps de l'explication, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin d'avoir un débat. Le deuxième point que je voudrais signaler, c'est qu'il y a eu des régularisations massives en Italie, sous Berlusconi d'ailleurs, il y a quelques années. Qu'est-ce qui s'est passé en termes de délinquance? On a constaté que ces régularisations faisaient baisser la délinquance parce que les gens sortaient de l'économie au noir, ils n'avaient plus besoin parce qu'ils avaient un titre de séjour et un travail, eh bien, de commettre des délits. Tout va bien en Italie, c'est pour ça que Mélanie a été élue. Bien sûr, mais enfin, ce sont vos alliés politiques, donc vous devriez aussi assumer un petit peu ce qui se passe en Italie. Elle est sur un projet contre l'immigration. Mais tout ça pour vous dire qu'il faut aller un petit peu au-delà des idées reçues et des propos de café du commerce. Je pense qu'il faut sortir des postures. Il y a incontestablement un certain nombre d'étrangers en situation irrégulière qui occupent objectivement des métiers sur lesquels un certain nombre de nos concitoyens ne veulent pas aller. Il y a une paupérisation de cette situation, ça n'est pas acceptable. Donc il faut en sortir. On peut parfaitement comprendre que dans des conditions très particulières, déterminées par la loi, c'est ce qu'on a prévu, on puisse régulariser, d'ailleurs pour un temps limité au demeurant, parce que le temps est limité.
et permettre que les choses se régularisent. Ça permet quoi? Bon, d'avoir des gens en situation régulière, c'est sûr, mais d'avoir aussi des rémunérations qui soient au bon niveau avec les protections sociales qui vont bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter tout le monde n'importe quand. Ça veut dire qu'à côté, il faut une stratégie politique en matière migratoire et tenir l'entrée sur le territoire. Et tout ce qui est irrégulier, eh bien, évidemment, on renvoie dans les pays d'origine et il faut être intraitable là-dessus. C'est un ensemble. La politique migratoire, ça n'est pas un sujet, puis un autre, puis un autre. C'est un ensemble et c'est une stratégie globale. C'est ce qu'il faut à tout prix comprendre, sinon nous n'y arriverons jamais. Ouais. Et la question, c'est est-ce qu'on peut la régler au niveau français ou est-ce qu'il faut élargir au niveau européen? Je vous propose d'entendre Quentin Calmet sur ce thème. On va parler, grâce à Quentin, rebonsoir Quentin, de la proposition de loi constitutionnelle sur l'immigration qui a été faite ici par le groupe LR au Sénat. Le président du groupe LR, Bruno Retailleau, a décidé de la retirer. Pourquoi? C'est un revers pour les Républicains? Oui, c'est ça. Elle devait être examinée aujourd'hui. Ça a été annoncé hier. Les LR retirent effectivement ce texte qu'ils portaient pourtant depuis mai dernier. Effectivement, une proposition de modification de la Constitution avec 8 articles, dont 2 qui faisaient particulièrement polémique. On va aller voir s'afficher. Tout d'abord, il y avait un référendum élargi aux questions migratoires et un deuxième article qui permettait de déroger aux règles européennes. À propos du premier des 2 sujets, le référendum, écoutez Bruno Retailleau sur notre plateau il y a quelques semaines. Il faut permettre aux Français de se déterminer pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a pas un phénomène qui est autant bouleversé depuis un demi-siècle la société française, sans que les Français n'aient jamais été consultés. Puis surtout, les résultats d'un référendum s'imposent au Conseil constitutionnel. La semaine dernière, cette proposition de modification de la Constitution était examinée en commission et le cœur du projet de loi n'a pas été adopté. Les 2 articles qu'on vient d'évoquer, 2 et 3. Est-ce qu'on peut parler d'une forme de crise au sein de la majorité sénatoriale? Effectivement, Thomas, oui. Au Sénat, on a assisté à un désaccord majeur, je cite, au sein de la majorité sénatoriale composée des LR, mais aussi des centristes. Les centristes ont refusé de voter les 2 mesures que j'évoquais tout à l'heure, l'article sur le référendum et celui sur les dérogations au droit européen. Déjà, on avait vu que pendant l'examen du projet de loi immigration, les 2 alliés, il a fallu qu'ils s'entendent la veille de l'examen de l'article 3 pour que le texte au Sénat il passe. Mais donc là, effectivement, c'était trop pour les alliés centristes. Écoutez le sénateur Loïc Hervé, il est revenu notamment sur le fait que les centristes ont refusé la dérogation au droit européen. Cette idée des Républicains consistant à dire que le droit européen pourrait être un droit remis en cause nationalement, c'est quelque chose qui nous heurte dans nos convictions profondément européennes. Et quand nous ne sommes pas d'accord avec l'Union européenne, autant mener les combats au niveau de l'Union, autant mener les combats dans les instances européennes, que ce soit au Parlement, que ce soit au Conseil, que ce soit à la Commission, pour que là, dans ces instances-là, le vrai débat ait lieu. Donc cette tentative de réinverser la hiérarchie des normes est complètement antagonique de ce que les centristes ont toujours porté dans la vie politique. Voilà, on comprend, les centristes qui n'étaient pas d'accord avec ce texte venu des LR. Il y avait eu ce désaccord en commission. Le texte allait subir le même sort en séance aujourd'hui. Les LR ont donc préféré retirer leur proposition de modification de la Constitution. Et d'ailleurs, si on regarde à l'Assemblée nationale, il y a eu à peu près la même configuration, c'est ça? Exactement, cette proposition de loi a été inscrite dans la niche des Républicains. C'était jeudi à l'Assemblée nationale. Dès le départ, Gérald Darmanin a fustigé le texte venu de la droite. Le ministre a parlé d'un double Frexit avec cette proposition. Un Frexit européen et constitutionnel. L'ambiance était assez tendue en séance. Écoutez le ministre de l'Intérieur. La promesse que vous faites à travers l'adoption de ces 8 articles, reprendre le contrôle sur la politique migratoire, pose un certain nombre de problèmes. Votre proposition de loi propose de rompre avec notre tradition constitutionnelle et de bouleverser l'ensemble des équilibres institutionnels, excusez du peu. C'est sans doute ce qui a poussé la commission des lois du Sénat à supprimer ces articles hier. Voilà, l'examen avait commencé à 11h le matin, jeudi dernier, mais rien ne s'est passé comme voulaient les LR. Multiplication des amendements de la gauche, vote pour supprimer des articles à 20h. Olivier Marleix a mis fin à l'examen en retirant déjà le texte. Il donnait certain qu'il n'allait pas être adopté. En tout cas, c'est bien un revers politique pour les LR, la séquence de ce qui s'est passé autour de ce texte, entre désunion avec l'allié centriste au Sénat et échec de la proposition à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Quentin, François-Noël Buffet, je reviens vers vous. Peut-être pas, on ne va pas parler
de l'équilibre entre LR et les centristes ici au Sénat, mais plutôt du fond. Est-ce qu'il faut déroger au droit européen pour pouvoir reprendre la main? Première chose, il n'y a pas de crise dans la majorité sénatoriale. Je voudrais rassurer tout le monde, il y a un mouvement de panique. Pas du tout. Oui. Première chose. Deuxième chose, sur le fond. Oui. Il y a manifestement une appréhension qui est différente entre le groupe LR et l'Union centriste, et d'autres collègues d'ailleurs, ils n'étaient pas les seuls, à la fois sur les dispositions de l'article 11, leur modification, et le fait d'élargir le référendum possible à d'autres sujets que ceux prévus par l'article 11 lui-même. Ça a fait l'objet d'ailleurs des discussions de Saint-Denis autour du président de la République, qui lui-même au départ était volontaire pour pouvoir élargir le prisme, et finalement ensuite est revenu en arrière. Il n'y a pas d'accord là-dessus. Le parti LR n'est pas venu à la dernière... Non, mais je ne polémique pas là-dessus. Mais sur le droit européen, c'est-à-dire sur l'article 3, sur cette idée de bouclier constitutionnel qui permettrait de protéger la France d'un certain nombre de décisions ou de remise en cause de décisions qu'elle pourrait prendre, qui pourraient toucher à sa souveraineté, je pense que la question mérite d'être posée. Rappelez-vous, il y a quelques années, l'idée de l'Europe de vouloir imposer les 35 heures à nos militaires français, par exemple. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Donc ça, il faut quand même qu'on se pose des questions là-dessus. Ça ne veut pas dire, dans ma bouche en tous les cas, ça ne veut pas dire qu'on sort de l'organisation européenne, qu'on quitte les institutions européennes. Là, vous répondez à l'argument de Gérald Darmanin sur le Frexit. Non, mais ça veut dire qu'en matière de souveraineté, il y a des sujets sur lesquels nous devons rester maîtres. Ça n'est pas scandaleux que de dire ça. La question est de trouver l'outil juridique qui nous le permette. C'est tout. Allez, votre avis là-dessus. Mélanie Vogel, est-ce que c'était une forme de Frexit, le fait Absolument. Alors, deux choses. Premièrement, la France a souverainement adhéré à l'Union européenne, démocratiquement décidé de faire partie de l'Union européenne, qui est un système politique dans lequel nous avons des institutions qui prennent des décisions qui s'imposent à nous. Personne n'a forcé la France à devenir membre de l'Union européenne. Donc, mettre en dissonance la souveraineté nationale et le respect des règles européennes n'a aucun sens, puisque la France participe au Conseil à décider sur les directives. Il y a des députés européens élus en France. Donc, c'est souverainement que la France a décidé d'appliquer les règles européennes. La deuxième chose, c'est que moi, ça me fait quand même bien rire de voir les Républicains qui, pendant des mois, nous ont rabâché les oreilles avec le fait que la France insoumise voulait déroger, désobéir aux traités européens. Et là, ils voulaient inscrire dans la Constitution la désobéissance aux traités européens. C'est hallucinant. Et si on avait adopté... démocratique, c'est une désobéissance. Si on avait adopté cette modification constitutionnelle, de fait, nous nous mettions en retrait des règles les plus fondamentales de l'Union européenne. Même la Pologne et même la Hongrie ne sont pas allés jusque-là. Marc Ferracci, est-ce que effectivement le risque c'était de placer la France dans le même, j'allais dire le même sac, en tout cas la même famille que la Pologne ou la Hongrie? Non, je ne vais pas aller jusqu'à dire ça. En revanche, je partage effectivement la préoccupation qui a pu s'exprimer, notamment par l'Union centriste ici, sur une forme d'inversion de la hiérarchie des normes. Je pense que la rédaction, même si je ne vais pas m'immiscer dans les discussions qui ont pu avoir lieu en commission des lois au Sénat, mais il me semble que la rédaction ouvrait la possibilité de déroger de manière quand même très très large à un certain nombre de principes européens. Est-ce qu'on peut garder la main sur le flux migratoire sans déroger au droit européen? Parce que c'est ça la question. Justement, il me semble que les bonnes réponses sont européennes. Elles sont européennes, elles sont dans ce qui figure aujourd'hui dans le pacte asile-immigration, elles sont dans un certain nombre de réponses qui engagent des moyens à l'échelle européenne, c'est en particulier le cas de Frontex. Et puis, j'entends évidemment l'exemple qui a été donné tout à l'heure, qui a beaucoup choqué, cette histoire d'imposer les 35 heures à nos militaires. Cet exemple a trouvé une réponse de nature politique, puisque nous sommes revenus là-dessus, parce que nous avons fait pression sur les institutions européennes. C'est la raison pour laquelle il me semble que c'est plutôt par ce type de voie qu'il faut agir, plutôt que de prendre le risque, justement, de sortir de facto de l'Europe. Émeric Duroc, forcément, vous voulez prendre la parole sur ce thème. Oui, évidemment. Alors, pour revenir sur ces 35 heures, peut-être que les militaires ont été épargnés, c'est pas le cas des pompiers. Il y a un vrai sujet. Donc, vous voyez c'est un vrai sujet. Mais restons sur la question de flux migratoire et droit français vis-à-vis du droit européen. Je vais citer, une fois n'est pas coutume, un ministre de la majorité, M. Darmanin, il y a quelques jours, a voulu expulser un Ouzbek fiché S, radicalisé jusqu'à l'extrême. Il l'a expulsé, c'était une bonne chose à faire pour protéger les Français. Qu'a dit la CEDH? Elle a dit, vous n'avez pas le droit d'expulser. Qui sont ces gens? C'est une organisation européenne. Non, mais c'est la même chose, c'est le principe. Normalement, les décisions de la CEDH peuvent s'imposer. Cour européenne des droits de l'homme.
Et ensuite, le Conseil d'État, pour, comment dirais-je, respecter ces décisions de la CEDH, a dit, OK, du coup, monsieur Darmanin, ce que vous avez fait, vous n'avez pas le droit, vous devez le rapatrier et en plus lui donner 3 000 €. Est-ce que vous croyez que les gens comprennent ça ? Est-ce que vous croyez que les gens comprennent ça? C'est juste hallucinant. Donc évidemment que cette personne-là doit être expulsée à vie, et il y en a pas 4 000. Et donc pour ça, il faut déroger au droit européen. Mais évidemment, il n'y a pas de et par ailleurs, c'est pour ça que je repose la question, parce que je voulais vous entendre dire. Vous dites la CEDH, ça n'a rien à voir avec les normes. Pour information, cours de droit très simple, il y a le Conseil de l'Europe, d'accord, qui sont les pays qui ont adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, avec laquelle est associée une cour, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est saisie en cas de violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Ça n'a aucun rapport avec l'Union européenne. Obéir à la Convention et alors, c'est l'article 8 qui pose problème. L'Union européenne, c'est autre chose, et la France en est membre, et je vous signale qu'il n'y a aucune directive et aucun règlement, jamais, concernant l'immigration, qui n'ait pas été adopté au Conseil sans la validation de la France, du pays, du gouvernement. Sur la CEDH, la question, c'est l'application de l'article 8 et des conditions de l'article 8. C'est là-dessus que le débat est ouvert. Il y a des protections simples, des protections absolues. Il y a des choses qui sont très compliquées à gérer et sur lesquelles, dans des cas particuliers qu'on vient d'évoquer, effectivement, c'est pas acceptable. La personne représente un danger imminent. Donc, c'est de modifier. Soit on rediscute les conditions d'application de cet article 8, on le repose. Ça ne veut pas dire qu'on ne protège pas d'autres personnes, mais on repose ces conditions. On a parfaitement le droit de le faire. Il faut un texte, c'est pas un coup d'État, il faut un texte, naturellement. Ça fait partie des sujets qu'on peut évoquer, qu'on a évoqués d'ailleurs, à l'occasion de la Commission la semaine dernière. Bon, le texte n'est pas passé, les 2 articles majeurs ne sont pas passés. Je comprends parfaitement la volonté du président de retirer ce texte. Mais le problème perdure, il faudra quand même le régler. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en matière migratoire, on doit marcher sur 2 jambes. On a un problème de législation nationale, puisque c'est notre possibilité de faire, et il y a la législation européenne. La question, c'est qu'on a une complémentarité et pas des handicaps. C'est ça l'enjeu. Donc il faut quand même que la France, sur un sujet aussi important qu'est l'immigration, comme d'autres, puisse garder la main sur un certain nombre, sur sa politique migratoire. Naturellement, qu'elle discute, qu'elle mène des mesures d'action à l'échelle européenne pour que les choses avancent, on peut le comprendre. Mais attention, on a quand même un sujet de souveraineté réelle là-dessus. Allez, on a entendu vos arguments aux uns et aux autres sur ce dernier thème. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre fidélité à Sens Public. Vous donner rendez-vous évidemment demain pour une nouvelle émission 18h et 22h. Et puis notez que l'invité de la matinale demain, Oriane Monsigny, reçoit François Patria, le président du groupe Renaissance ici au Sénat. Belle soirée.